Ascension d'Octavien, au sommet de son pouvoir, après avoir vaincu Brutus, Pompée, Cicéron et bien sûr son principal ennemi et adversaire, Marc-Antoine. Octavien était au sommet du monde. Tous à Rome se demandaient ce qu'il allait faire. Allait-il chercher à devenir dictateur à vie, comme Jules César, ou peut-être se couronner roi? À l'époque, toutes ces hypothèses étaient prises au sérieux. Mais Octavien décida de suivre un chemin totalement différent. Octavien et la République romaine. Plus que quiconque, il savait que les années ininterrompues de guerres et de crises avaient laissé la République romaine dévastée. En théorie, le Sénat gouvernait les territoires dominés par Rome, mais en pratique, les Romains étaient plongés dans l'illégalité. Cependant, aussi affaibli et en crise que fut l'État romain, Octavien savait que les sénateurs n'abandonneraient jamais leur influence pour lui céder le pouvoir total et absolu qu'il désirait tant. S'il se positionnait comme dictateur, il était certain que de nombreuses années de crise s'ensuivraient et qu'il n'aurait pas le temps nécessaire pour restructurer Rome. Alors, utilisant une fois de plus son immense intelligence, il décida de jouer un jeu risqué et dangereux, dont le grand prix était tout le pouvoir de Rome. Le 13 janvier de l'an 27 avant Jésus-Christ, Octavien informa le Sénat qu'il ne se contentait pas de renoncer à la vie publique, mais qu'il rendrait également tous ses pouvoirs aux sénateurs, renonçant ainsi à toute son influence politique, militaire et gouvernementale. Renonciation et rapprochement avec le Sénat. Pris par surprise, certains sénateurs virent cette renonciation comme une possibilité réelle de concentrer à nouveau le pouvoir de la République entre les mains du Sénat. Cependant, ce n'était qu'une illusion. En effet, cette annonce d'Octavien plongea la grande majorité du Sénat dans une panique totale. Il craignait que son retrait de la vie publique ne mette fin à la stabilité qui avait été conquise, ce qui permettrait la reprise des guerres civiles et des tribulations que les sénateurs ne souhaitaient plus vivre une nouvelle fois. Pour cette raison, les sénateurs supplièrent pratiquement Octavien de revenir sur sa décision. Bien qu'il semblât inflexible, les propositions des sénateurs pour qu'il reste devenaient de plus en plus extravagantes, à tel point que chaque offre faite par les sénateurs constituait pratiquement une extinction de la République. Finalement, après de nombreuses délibérations et offres, les sénateurs proposèrent quelque chose qui intéressa Octavien. Tout d'abord, le jeune général aurait l'honneur de commander et de superviser pendant une décennie d'immenses territoires de Rome, notamment la Gaule. À première vue, cet immense honneur semblait être une des nombreuses négociations habituelles du Sénat. Mais dans ce cas, c'était bien plus que cela. Octavien n'allait pas seulement administrer la majeure partie de Rome, mais il aurait également sous son commandement direct presque toutes les légions. Le Sénat continuerait à contrôler des régions précieuses, comme la Macédoine et le nord de l'Afrique, mais son pouvoir serait presque symbolique. En effet, les sénateurs auraient sous leur contrôle direct seulement 6 légions, tandis qu'Octavien en aurait au moins 20. D'une certaine manière, on peut dire que le Sénat donnait une légitimité à la nouvelle organisation et au pouvoir qu'Octavien désirait tant. Avec tout ce pouvoir, il pouvait s'assurer que ses alliés les plus proches gouvernent ses provinces et que ses ordres soient strictement suivis. Mais tout cela n'était pas encore suffisant pour garantir définitivement son pouvoir. Octavien, en tant que prince et Auguste, il fut décidé que, le 16 janvier de l'an 27 avant Jésus-Christ, Octavien recevrait 2 titres du Sénat, celui de prince du Sénat, un titre qui, dans le passé, signifiait que son porteur était le membre le plus influent du Sénat. Cependant, cette fois-ci, la signification serait bien plus importante, car, selon les historiens, ce titre conférait pratiquement à Octavien des pouvoirs royaux de facto. Il reçut également le titre d'Auguste, qui avait une signification religieuse et politique, cette distinction pouvant être traduite par le vénéré ou l'illustre. Pour couronner le tout, il avait également le droit de placer la majestueuse couronne civique au-dessus de sa porte, en plus d'orner ses montants avec des lauriers. Auguste et le maintien du pouvoir. Après de nombreuses années, le désormais tout-puissant Auguste voyait Rome se plier à sa volonté.
Cependant, une fois encore, il fit preuve de prudence, sachant que montrer un ego démesuré au peuple ou se positionner comme une sorte de divinité affecterait son influence. De plus, il savait que, aussi puissant qu'un homme puisse être, il pouvait être détruit à tout moment s'il se laissait aller, comme ce fut le cas de Jules César. Pour cette raison, Auguste montra qu'il acceptait à contre-cœur les titres offerts par le Sénat, tout en évitant d'utiliser des symboles de pouvoir royal, comme une couronne de cèdre ou une tunique pourpre. À la place, il s'efforçait de montrer son respect pour les sénateurs, visant à maintenir l'illusion qu'il continuait à diriger les affaires de Rome comme autrefois. Cette stratégie s'avéra très efficace, au point que pour ses actes de bonne volonté, Auguste reçut du Sénat un magnifique bouclier d'or, portant l'inscription « Valeur, piété, clémence et justice », qui était exposé lors des réunions de la curie. Le temps passa, et bien que son pouvoir fût presque absolu, Auguste continua ses efforts pour donner l'impression qu'il partageait le pouvoir avec le Sénat. Cependant, il réalisa qu'il avait un problème sérieux à résoudre. L'objectif d'Auguste n'était pas seulement de détenir le pouvoir pour lui-même, il souhaitait que sa lignée continue de gouverner Rome à jamais. Problème de succession. Mais cette tâche ne serait pas facile. En l'an 23 avant Jésus-Christ, son neveu Marcellus mourut subitement, à seulement 21 ans. Et au printemps de cette même année, Auguste commença à ressentir les effets d'une grave maladie, le conduisant à croire que ses jours étaient comptés. N'ayant pas beaucoup d'options en tête, il décida de nommer son fidèle et loyal ami Marcus Agrippa comme successeur, indiquant clairement à tous que, s'il venait à mourir, ce serait Agrippa qui devrait guider le destin de Rome. Cependant, Auguste se remit de sa maladie, ce qui lui donna beaucoup plus de temps pour définir comment organiser sa succession. L'un de ses premiers actes fut de marier sa fille Julia à Agrippa, afin que cette union garantisse la survie de la dynastie d'Auguste. De cette union naquirent 2 enfants, Caius et Lucius, qui furent pratiquement traités comme les enfants d'Auguste dès leur naissance. Mais l'année suivante, en l'an 20 avant Jésus-Christ, un problème majeur surgit à Rome, obligeant Auguste à détourner son attention. La crise alimentaire et l'action d'Auguste. Une grande pénurie de nourriture commença. Cela provoqua rapidement la panique parmi la population qui craignait que cette famine ne dure longtemps. Le peuple implorait une solution et, plus encore, réclamait qu'Auguste assume des pouvoirs exceptionnels pour résoudre ce problème. Au départ, il refusa ses pouvoirs, mais peu de temps après, lors d'une session du Sénat, il accepta la fonction de superviseur des grains de Rome. À la grande satisfaction du peuple, Auguste réussit rapidement à résoudre la crise, augmentant encore sa popularité. Cette même année, en septembre, Auguste apprit que Fannius Scipion et son allié Lucius Licinius Murena conspiraient contre lui, visant apparemment à mettre fin à son gouvernement. Conspiration et jugement. Agissant rapidement, bien que les 2 hommes ne fussent pas présents pour se défendre, un procès pour trahison fut intenté contre eux. Comme procureur dans cette affaire se trouvait un jeune homme nommé Tibère, qui était le beau-fils d'Auguste. Bien que le verdict ne fût pas unanime, le jury déclara Fannius Scipion et Lucius Licinius Murena coupables, conduisant à leur exécution après leur capture. Mais ce procès eut une signification bien plus grande, démontrant que toute personne qui s'opposerait à Auguste et conspirerait contre lui ne bénéficierait d'aucune clémence ni miséricorde. 2 années passèrent, et malgré le pouvoir et l'influence qu'il possédait, qui aurait impressionné même Jules César, Auguste n'était pas satisfait. La quête continue de pouvoir. Sa soif de pouvoir était insatiable, tant et si bien que, malgré toute son influence, cela ne semblait pas suffisant. Pour cette raison, il prit des mesures en l'an 19 avant Jésus-Christ. Après de nombreux efforts au Sénat et avec l'aide indispensable d'Agrippa, le moment qu'Auguste avait toujours rêvé arriva enfin. L'Empire romain. Il reçut l'Imperium Maius, qui signifiait essentiellement qu'il avait désormais le contrôle absolu de toutes les légions romaines, ainsi que la direction de toutes les provinces de Rome.
Toujours prudent, Auguste ne laissa transparaître que de la modestie, affirmant qu'il n'était ni roi ni quelque chose de semblable. Il préférait être appelé prince ou premier citoyen. Malgré tout, titre mis à part, il était désormais bien plus qu'un roi. De nombreux historiens s'accordent à dire que c'est à ce moment précis qu'Auguste peut véritablement être considéré comme l'empereur de Rome. À partir de là, la République était définitivement morte et enterrée, laissant place à l'Empire romain. Ayant désormais tout le pouvoir entre ses mains, Auguste put se concentrer sur de nombreux projets et objectifs militaires. Ainsi, dans les années qui suivirent, il lança de nombreuses campagnes et conquêtes, au cours desquelles ses troupes annexèrent plusieurs territoires. Conquête militaire, l'une des plus notables fut l'incursion contre les tribus rebelles de la Cantabrie. Les combats furent féroces, mais en l'an 19 avant Jésus-Christ, les Romains finirent par vaincre leurs adversaires. Cette victoire permit non seulement l'annexion de nouveaux territoires, mais elle fut également d'une grande importance économique, car ces terres contenaient d'importants gisements d'or et de nombreux autres minerais précieux. Ces ressources contribuèrent à financer de futures campagnes militaires, comme l'incursion contre les peuples des Alpes. Lorsque les Romains vainquirent ces peuples, ils obtinrent également une barrière naturelle stratégique contre leurs ennemis de Germanie, situés au nord. Cependant, il convient de souligner qu'Auguste se révéla également être un négociateur et un diplomate de haut niveau, obtenant des victoires pour Rome sans nécessairement engager directement ses légions au combat. Diplomatie et négociation. Par exemple, il est important de mentionner ses négociations avec des royaumes vassaux situés près de l'Empire parthe, un ancien ennemi de Rome, visant à utiliser ces royaumes comme alliés en cas d'attaque des Parthes. Auguste envoya même Tibère pour restaurer des monarques, comme le roi Tigrane de l'Arménie, sur leur trône, garantissant ainsi leur loyauté envers Rome. Cependant, sa plus grande victoire diplomatique eut lieu en l'an 20 avant Jésus-Christ, lorsqu'au cours de négociations avec Phraates IV, roi des Parthes, il récupéra des étendards de bataille significatifs qui avaient été capturés par les Parthes lors de l'humiliante défaite romaine à la bataille de Carès, où environ 20 000 Romains avaient été tués. En excellent propagandiste, Auguste utilisa la restitution de ces étendards pour montrer au peuple romain que les Parthes s'étaient soumis à son autorité, transformant cela en une grande victoire symbolique. Travaux publics et urbanisation. Cependant, Auguste ne consacrait pas tout son temps aux questions militaires. Au cours de son règne, il investit beaucoup d'argent pour remodeler et urbaniser l'Empire, laissant derrière lui le passé rural et archaïque. Il aimait financer des constructions, plaçant son fidèle ami comme superviseur de nombreux projets. Parmi les plus célèbres, on peut citer de grands édifices publics, des thermes, des aqueducs et, bien sûr, le Panthéon. Auguste ordonna également la mise en place d'un vaste réseau routier, essentiel pour faciliter le contrôle de l'Empire et développer le commerce dans de nombreuses régions. Ces investissements en matière de sécurité et de protection des lieux stratégiques devinrent également célèbres. L'empereur dépensa des sommes importantes pour constituer une flotte surveillant la mer Méditerranée. Patronage des arts et réformes légales. Auguste était aussi un grand amateur des arts et consacra une grande partie de son temps à être le mécène d'artistes devenus des figures importantes de la littérature antique, tels que Virgile. En parallèle, l'empereur s'intéressait particulièrement aux réformes légales et administratives. Sous son règne, de nombreuses lois furent promulguées dans divers domaines. Cependant, parmi toutes ces réformes, il accordait une importance particulière aux lois relatives à la morale. Il introduisit des pénalités pour des actes tels que l'adultère et mit en place des normes visant à limiter les démonstrations publiques d'extravagance. Pour garantir le respect de ces lois, Auguste donnait l'exemple. Il vivait dans une maison modeste, sans grand luxe, et resta marié pendant plus de 50 ans à la même femme, son épouse Livie. Il n'hésita même pas à bannir sa propre fille Julia lorsqu'elle fut condamnée pour adultère. Défaite et problèmes de succession.
Cependant, malgré de nombreux succès, le règne d'Auguste fut marqué par certains échecs militaires et des pertes personnelles. Les Romains subirent une grande défaite face à la tribu germanique des Chérusques, dirigée par Arminius, qui détruisit 3 légions commandées par Publius Quinctilius Varus en l'an 9 après Jésus-Christ. Mais, au-delà de cette défaite militaire, les principaux problèmes d'Auguste concernaient sa succession. Les fils d'Agrippa et de sa fille Julia, Caius et Lucius, moururent prématurément, respectivement en l'an 2 et en l'an 4 après Jésus-Christ, plongeant Auguste dans un profond désespoir. De plus, il ne pouvait plus compter sur le soutien d'Agrippa, décédé plus d'une décennie auparavant. Adoption de Tibère et dernières années, conscient que ses jours étaient comptés, Auguste se tourna vers son beau-fils Tibère, issu du premier mariage de sa femme Livie. Tibère était connu pour son caractère réservé et son tempérament difficile, mais faute d'autres options, Auguste fit ce choix. Tibère fut adopté par Auguste en juin de l'an 4 après Jésus-Christ, à condition qu'il adopte lui-même son neveu Germanicus Julius César, assurant ainsi qu'un héritier serait prêt en cas de problème avec Tibère. Tibère fut également contraint de divorcer de sa femme pour épouser Julia, la fille d'Auguste et veuve d'Agrippa. Curieusement, après cette nomination, Auguste choisit de se retirer partiellement de la vie publique pendant ces dernières années. Bien qu'il restât officiellement empereur, c'est Tibère qui assuma de nombreuses responsabilités gouvernementales. Avec plus de temps libre, Auguste se consacra à la rédaction d'un compte-rendu de ses réalisations, intitulé « Les actes du divin Auguste ». Dans ce document, il écrivit, entre autres, « À 19 ans, sous ma propre responsabilité et à mes propres frais, j'ai formé une armée avec laquelle j'ai défendu avec succès la liberté de la République, lorsqu'elle était opprimée par la tyrannie d'une faction. » Mort d'Auguste. Après des décennies de luttes, de conquêtes et de triomphes, Auguste s'éteignit le 19 août de l'an 14 après Jésus-Christ, à l'âge de 71 ans. On raconte que ses dernières paroles furent « J'ai trouvé Rome faite de briques et je l'ai laissée en marbre ». Commençant sa carrière comme un jeune guerrier sous Jules César, Auguste non seulement vengea son père adoptif, mais fit de son nom un synonyme de pouvoir pour des millénaires. De plus, il alla bien plus loin que tout ce que César aurait pu imaginer. Grâce à son influence et à ses compétences, les historiens affirment encore aujourd'hui que le règne d'Auguste fut l'âge d'or de l'Empire romain. Aucun autre empereur n'a réussi à surpasser ses accomplissements, faisant d'Auguste l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Rome. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Je m'arrête ici, alors à bientôt pour une prochaine vidéo.